de la journée sur les enjeux sécuritaires et militaires. Nous avons la chance d'accueillir François Nicolot, qui est ancien ambassadeur de France en Iran. Vous avez été, monsieur l'ambassadeur, à Téhéran sous la présidence de monsieur Khatami, un des acteurs du premier accord sur le nucléaire de 2003. Et vous êtes des rares anciens ambassadeurs qui suivent de très près la politique iranienne, notamment en matière de sécurité et de défense, et vous intervenez régulièrement dans les médias. Et je cite votre blog à contre-courant. Nous aurons également Pierre Razou, qui est directeur de recherche à l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Pierre Razou, qui est historien, spécialiste d'histoire militaire, qui a publié la première histoire de la guerre Irak-Iran, rédigée à partir de sources originales, notamment américaines et irakiennes, aux éditions Perrin. Et Pierre Razou, qui est un analyste sur le Moyen-Orient dans divers think tanks, et notamment au Collège de défense de l'OTAN à Rome. Et également Amin Mohadam, qui est géographe à l'université de Princeton, aux États-Unis, chercheur post-doctorant au Center for Iran and Persian Gulf Studies. Et vous avez été, avant d'être à Princeton, à l'université de Princeton, enseignant à l'université d'Aix, spécialiste des relations économiques et migration dans le Golfe Persique et entre l'Iran et les voisins. Alors, je crois que parmi les questions que l'on peut se poser à propos de l'Iran aujourd'hui, il y a celle probablement de la puissance. Quelle puissance est l'Iran? Puissance au sens d'avoir la capacité de subventionner des alliés, investir des ressources financières importantes, voire considérables, dans une industrie d'armement et développer les armes de haute technologie que nécessitent les guerres aujourd'hui. Tout cela exige un effort financier. Une économie comme celle de l'Iran peut-elle supporter cet effort sur le long terme? Ce qui est certain, c'est que depuis 2011, l'Iran a acquis une influence régionale inégalée et est devenu une puissance incontournable au Moyen-Orient. D'après une étude de l'International Institute for Strategic Studies qui est basée à Londres, l'Iran serait en train de gagner la bataille d'influence sur le Moyen-Orient face à son rival, l'Arabie saoudite. Le rapport, qui comporte 217 pages, explique que l'Iran a fait pencher la balance en sa faveur. Ingrédient essentiel dans toute cette cuisine iranienne, les gardiens de la révolution et le délogement de Saddam Hussein en Irak en 2003. Alors, sans plus attendre, monsieur l'ambassadeur, je vais vous passer la parole et vous demander finalement où en est le programme iranien nucléaire après la rupture de l'accord de 2015 avec le retrait américain. Merci beaucoup. Je suis vraiment très très heureux d'intervenir dans ce colloque-là et sur un sujet brûlant, effectivement, mais pour le comprendre parfaitement, je crois qu'il faut repartir au fondement, remonter à l'époque du Shah et de bien comprendre la double ambition du Shah, la double vision du Shah. Sur le plan économique, industriel, le Shah a la conviction que le pétrole est une matière trop noble pour être gaspillée et qu'il faut la préserver et qu'un jour les ressources s'épuiseront et donc il faut miser sur le nucléaire pour le remplacer à terme et permettre d'exporter précisément cette ressource précieuse afin de faire vivre l'Iran. Et puis alors il y a une deuxième dimension, c'est une question de statut tout simplement. Le Shah considère que la maîtrise de la technologie nucléaire fait entrer l'Iran dans la cour des grands. Dans la cour des grands, des grandes puissances dont sa vision est que les grandes puissances du moment vont décliner et que d'autres grandes puissances vont monter pour les remplacer. Et parmi elles, il souhaite que l'Iran ait une place prépondérante. Et ce qui est intéressant, c'est que la République islamique endosse cette vision. Et après une hésitation, il y a eu une hésitation, mais assez vite, la République islamique décide de poursuivre l'aventure nucléaire du Shah et fixe d'ailleurs le même objectif, 20 000 mégawatts de puissance installée, c'est-à-dire une vingtaine de réacteurs à installer en 10, 15
ou 20 ans. Elle reprend exactement le même programme. En ce qui concerne la dimension militaire des choses, le Shah a signé le traité de non-prolifération en 1970 parce que c'est absolument incontournable pour pouvoir bénéficier du soutien américain. Mais il éprouve un choc terrible quand en 1974, 4 ans plus tard, l'Inde procède à une explosion dite pacifique et tout à coup le Shah se dit mais comment ça se fait que l'Inde, enfin ce pays disons un peu de misérable, arrive à produire une bombe et moi je n'y arrive pas. Et donc il a ce regret qui lui reste et au fond il se dit que quand même développons la dimension civile du programme nucléaire et grâce au fait que le nucléaire, comme vous le savez bien, est fondé sur des technologies duales qui peuvent être utilisées aussi bien du côté civil que du côté militaire, nous acquérons petit à petit tout ce qu'il faut pour, le moment venu, si nécessaire, se doter de la bombe. Et là encore, la République islamique entre dans le même raisonnement. Les choses vont même aller plus vite qu'elle ne l'imaginait, parce qu'avec la guerre Irak-Iran, et comme les Iraniens savent fort bien que Saddam Hussein a des ambitions, l'ambition d'offrir au monde arabe la première bombe nucléaire, l'Iran, et pour ne pas être pris de court dans cette guerre, l'Iran décide de lancer un programme clandestin. Et à partir de là, évidemment, ceci soulève les signaux, ceci quand même perçu, tout finit par se savoir, et l'Occident s'émeut. Et on entre assez vite dans une période de mélange de querelles et de négociations sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui aboutit au fil d'une dizaine d'années comme ça de tensions entre l'Iran et pour l'essentiel les Occidentaux, les Européens et les Américains, à ce que j'appellerais un point d'équilibre, parce que d'un côté, l'Iran comprend que l'Occident ne le laissera jamais accéder à la bombe. Ça, c'est très clair. Mais les Occidentaux comprennent aussi qu'ils n'arriveront pas à empêcher l'Iran d'aller vers une industrie nucléaire autonome, donc équipée des technologies duales, notamment de la technologie de l'enrichissement, ce qui lui permettra un jour ou l'autre d'être un pays du seuil. Ce qu'on appelle pays du seuil, c'est pays qui précisément détiennent tous les moyens de fabriquer la bombe, mais s'arrêtent juste au seuil, ne franchissent pas le seuil pour ne pas se mettre en infraction avec leurs engagements internationaux. Voilà, c'est cette double acceptation qui conduit au point d'équilibre qu'est l'accord nucléaire conclu à Vienne en 2015 entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Ce point d'équilibre, disons, permet à l'Iran d'adopter une posture stratégique intéressante, voilà, qui s'appuie sur une capacité de dissuasion à deux vitesses. D'abord du côté nucléaire, disons, grâce à la détention une capacité d'enrichissement, donc, et préserver la capacité d'une capacité nucléaire militaire, donc la capacité de fabriquer une bombe à moyen terme, ce n'est pas immédiat, mais à moyen terme, en cas de montée progressive d'une menace dans la région. Je ne parle pas d'Israël, parce que le programme iranien clandestin d'une bombe, ou l'ambition de vouloir atteindre la bombe, n'est pas dirigé contre Israël. L'Iran sait très bien qu'il, compte tenu de l'avance d'Israël, qui déjà possède un arsenal totalement développé, l'Iran sait très bien qu'il n'arrivera jamais à se mettre au niveau. Mais la crainte de l'Iran, j'allais dire, c'est l'apparition dans la région d'un fils de Saddam Hussein, finalement, de quelqu'un qui le menacerait dans un des pays voisins, qui pourrait le menacer en ayant cette ambition qui n'est pas peut-être tout à fait éteinte, d'offrir au monde arabe sa première bombe nucléaire. Mais donc là, on est dans une... j'allais dire, dans une
une capacité de dissuasion à moyen terme, puisque pour le moment, on n'en est pas encore là, on en est même assez loin, grâce précisément à tout ce qui a été mis au point pour contrôler le programme iranien. Et puis, il y a un deuxième élément de la posture stratégique de l'Iran, c'est sur le balistique. L'accord de Vienne a mis de côté le balistique, parce que c'est quand même trop compliqué de traiter tous les problèmes du moment. Donc, à juste titre, les diplomates se sont concentrés sur le nucléaire. Et donc, les Iraniens disposent d'une capacité balistique immédiatement disponible, de dissuasion et de riposte, qu'on vient de voir d'ailleurs à l'œuvre dans la séquence qui a suivi l'assassinat du général Soleimani et qui a abouti à des frappes iraniennes, donc balistiques, sur 2 bases américaines situées en Irak. Là encore, moi, je souligne que cette capacité balistique est une capacité, disons, ce qu'on appelle un peu de deuxième frappe. L'Iran ne va pas se lancer, notamment, je pense à Israël, ne va pas se lancer, comme on le craint souvent, dans une frappe contre Israël, car il sait que la riposte serait absolument foudroyante et désastreuse pour lui. En revanche, s'il était frappé, là, il pourrait quand même infliger des dégâts qui sont en eux-mêmes dissuasifs. Donc et c'est cette crainte de dégâts en retour, de dégâts par représailles, qui crée l'effet de dissuasion. Et puis cette dissuasion balistique, il faut bien le dire, elle a un effet multiplicateur du fait des alliances de l'Iran avec un certain nombre de partenaires, eux-mêmes équipés par l'Iran de moyens balistiques. C'est le cas du Hezbollah. C'est le cas des Houthis au Yémen et c'est peut-être le cas des milices irakiennes dont on sait la proximité avec l'Iran. Voilà, sur l'aspect balistique, Pierre Razou nous en parlera évidemment beaucoup plus finement et beaucoup plus longuement. Voilà, mais cette posture, comme on l'imagine, inquiète l'Occident, inquiète Israël lui-même, inquiète les voisins iraniens de la péninsule arabique. Et donc, ce point d'équilibre que j'avais décrit tout à l'heure et qui avait été accepté par Trump, avait été accepté par Obama, pardon, et rejeté par Trump, qui sort en mai 2018 de l'accord de Vienne et choisit d'imposer à l'Iran des sanctions croissantes pour l'obliger à céder et à accepter un nouvel accord dont le point d'équilibre, précisément, se déplacerait au détriment de l'Iran. Et donc, en affaiblissant ou en détruisant sa capacité dissuasive. Mais l'Iran a aussi en mémoire le sort de gens qui ont accepté finalement de céder à la pression de l'Occident. Il a en mémoire le sort de Saddam Hussein, il a en mémoire le sort du colonel Kadhafi, qui ont fait des gestes considérables, qui ont cédé à l'Occident, qui ont ouvert leur site à inspection comme Saddam, ou qui ont livré tous les éléments de leur programme nucléaire balbutiant quand même de Kadhafi, et on sait très bien comment ces gens ont terminé. Bon, devant la position de Trump, l'Iran joue pendant une année à peu près ce qu'il a appelé lui-même la patience stratégique, en respectant scrupuleusement les dispositions de l'accord de Vienne, en espérant que précisément par le respect de ces dispositions, il mettrait de son côté les Européens, les Russes et les Chinois, qui sont les autres signataires, ou enfin partis à l'accord, et que ces autres partenaires compenseraient, disons, le déficit de bénéfices escompté de l'accord, entraîné par le départ des Américains. Mais comme on le sait fort bien, les entreprises internationales, et notamment les entreprises européennes, ont refusé d'entrer dans une querelle où il n'y avait que des coups à prendre pour elles. Elles savent que prendre le risque de sanctions américaines, c'est être véritablement frappé de mort civile et donc de destruction à terme. Et
les bénéfices attendus de l'accord ne sont jamais arrivés. C'est vrai aussi, les Chinois aussi, même s'ils font des gestes à l'égard de l'Iran, ce qui est quand même prioritaire pour eux, c'est, disons, leurs relations déjà compliquées avec les Américains qui ne vont pas non plus compromettre et rendre encore plus difficile pour les beaux yeux de l'Iran. Et puis les Russes, ils sont déjà sous sanctions, ils considèrent qu'ils payent déjà un prix très lourd aux sanctions, et là encore, ils ne peuvent pas jouer un rôle déterminant pour desserrer l'étau des sanctions américaines. Voilà, alors il y a Obama, décidément, excusez-moi, Trump, au bout d'un an, est un petit peu déçu parce qu'il espérait qu'il mettrait l'Iran à genoux en quelques mois. Et donc, les gens autour de lui lui disent, mais si l'Iran n'est pas tombé à genoux, c'est parce que les sanctions ne sont pas assez dures. Il faut encore durcir les sanctions. C'est ce qu'il fait en mai 2019. Et il y a une nouvelle vague de sanctions, et notamment disparaissent les quelques exemptions qui étaient données qui permettaient à l'Iran de vendre encore un peu de pétrole. Et là, pris à la gorge, en quelque sorte, l'Iran abandonne cette ligne de patience stratégique pour opposer ce qu'il a appelé une résistance maximum à la politique américaine de pression maximum. Alors, sur le plan militaire, il perturbe la tranquillité de ses voisins, on l'a bien vu, en faisant comprendre qu'il peut lui aussi mettre en danger leurs exportations de pétrole. Ce sont des attaques non revendiquées contre des pétroliers à l'orée du golfe Persique, et c'est surtout l'attaque spectaculaire contre 2 sites pétroliers en Arabie Saoudite, vous vous en souvenez, en septembre dernier. Et puis, côté États-Unis, il fait passer le message qu'il est prêt à rendre coup pour coup en abattant un drone américain qui, selon lui, a pénétré dans l'espace aérien iranien. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en infligeant une frappe balistique à des bases américaines en Irak après la mort du général Soleimani. Et puis, sur le plan nucléaire, il décide de s'affranchir progressivement de ses obligations de l'accord de Vienne en relançant toutes ses activités d'enrichissement. Mais il prend soin quand même de rappeler qu'il reste attaché à l'accord et qu'il est prêt à revenir sur ses infractions s'il obtient enfin les bénéfices espérés qui lui étaient promis dans l'accord pour son économie et pour sa société. Il prend donc soin de ne pas franchir certaines limites telles que l'accès aux enrichissements, et là on se rapproche de l'uranium de qualité militaire, donc l'Iran s'en tient très soigneusement suffisamment loin, et il maintient aussi, malgré ces infractions, il maintient l'acceptation de tous les contrôles renforcés de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc, l'Iran fait attention à ce que, en allant trop loin, il ne se prive pas quand même de ses derniers alliés, des Européens, des Russes et des Chinois, car s'il commettait ces infractions-là, s'il chassait les inspecteurs, s'il adoptait un scénario à la nord-coréenne, où les inspecteurs ont été chassés, où le pays s'est retiré du traité de non-prolifération nucléaire, à ce moment-là, bien entendu, il pousserait les Européens, il pousserait les Russes, il pousserait les Chinois vers les États-Unis, et c'est précisément ce qu'il veut éviter. On est donc maintenant sur une sorte de palier assez fragile. Les Iraniens ne veulent pas d'une guerre où ils subiraient des pertes écrasantes, même s'ils arrivaient eux-mêmes à infliger des pertes à leurs adversaires. Et puis, Trump ne veut pas d'une guerre alors qu'il démarre sa campagne électorale et il sait que ça serait désastreux pour lui en matière de popularité dans l'opinion. On en est là aujourd'hui. Nous sommes donc dans une sorte de temps suspendu. Sauf surprise, je pense qu'il va falloir attendre la fin du côté américain, la sortie des élections présidentielles, et du côté iranien, l'épuisement d'une séquence politique qui commence en ce moment même
avec l'élection du Majlis, donc du Parlement européen, du Parlement iranien, et décidément, je vieillis, et qui va se poursuivre avec l'élection du président de la République, Rouhani, étant en fin de son second mandat, ne pouvant plus se représenter de toute façon au printemps prochain, et peut-être dans cette séquence verra-t-on à un moment ou un autre aussi la succession du guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, qui voilà, a passé le cap des 80 ans et qui, un jour ou l'autre, devra bien se diriger d'une façon ou d'une autre vers la sortie. Donc ça nous amène à peu près à l'été 2021 pour attendre un peu ce qui est quand même très important en diplomatie pour faire bouger les choses, c'est-à-dire les bonnes occasions, les bonnes opportunités, les conjonctions astrales qui fait qu'à un moment on peut percer. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs pour l'accord nucléaire en 2015. Il y a eu à la fois la réélection d'Obama qui voulait trouver une solution, mais qui n'arrivait pas à s'en sortir. Il a fallu l'élection de Rouhani en 2013 pour qu'enfin les choses puissent se déclencher. Il y a eu vraiment une fenêtre d'opportunité. Encore faut-il être capable de l'exploiter. Mais sans ce genre de fenêtre d'opportunité, eh bien, il faut apprendre à pratiquer, là encore, peut-être la patience stratégique. Merci beaucoup. Merci François Nicoulot. Alors on l'a bien retenu, temps suspendu en attendant l'élection américaine de novembre prochain et puis celle en Iran, présidentielle elle aussi en 2021. Alors deuxième aspect du volet militaire, le volet balistique que vous avez rapidement évoqué pour dire qu'il avait été mis de côté dans l'accord de Vienne, que l'Iran a la capacité de dissuasion et de riposte, même si c'est plutôt une capacité de deuxième frappe. Alors je me tourne vers vous, Pierre Razou, pour vous demander ce que vous avez à nous dire des grandes lignes de la stratégie globale iranienne pour le Moyen-Orient et de la manière dont son arsenal de missiles balistiques s'intègre dans cette stratégie. Merci beaucoup, madame. Alors, on m'a posé la question, est-ce que le programme balistique iranien concourt à la dissuasion ou à la volonté de puissance de l'Iran? La réponse, bien sûr, c'est les deux. Avant de détailler un petit peu tout cela, je voudrais juste rappeler en tant qu'historien que vous ne pouvez comprendre la question du programme balistique que si vous intégrez la question de la guerre Iran-Irak et l'impact de la guerre Iran-Irak que rappelait très justement Bernard Hourcade ce matin. Je vous ramène à la guerre des villes qui a eu lieu sur plusieurs épisodes, mais notamment entre 1987 et 1988, et qui ont fait plusieurs milliers de morts, tant côté iranien que irakien. Donc évidemment, le programme missile balistique, c'est aussi d'abord et avant tout un moyen pour dire nous aussi on l'a, et donc ceux qui viendraient nous chercher et nous attaquer entre guillemets en anticité, nous avons la capacité de riposter de manière conventionnelle classique. Rappelez aussi que dans la région, un certain nombre d'autres acteurs ont des programmes, non seulement des programmes, mais ont des arsenaux de missiles balistiques. L'Arabie saoudite, dont on ne parle pas, et c'est en source totalement ouverte, qui dispose d'un certain arsenal de missiles chinois, plutôt de bonne qualité et d'assez grande précision. Israël, bien sûr, mais aussi le Pakistan et un petit peu plus loin, un certain nombre de voisins. Donc pour comprendre, si vous voulez, ce côté du programme de missiles balistiques, avant d'aller sur le programme lui-même, je voudrais dire quelques mots sur ma compréhension, et je ne parle vraiment qu'en mon nom personnel, de qu'est-ce que peut être aujourd'hui la grande stratégie iranienne dans la région, dans le contexte vraiment de la sortie du JCPOA, enfin de l'accord nucléaire, de la pratique de Donald Trump, de ce qui s'est passé à la fois à l'automne, les frappes sur Aramco, mais en même temps l'assassinat du général Soleimani, et ainsi de suite. Bref, le nouveau contexte. Ma compréhension, c'est que dans ce contexte compliqué, l'Iran dit aux acteurs internationaux qui comptent, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, regardez, moi j'ai besoin d'être dissuasif. Donc j'ai deux voies pour jouer cette dissuasion. Soit
j'opte pour une dissuasion classique, conventionnelle, mais asymétrique. Et dans ces cas-là, le programme de missiles balistiques fait bien évidemment partie de cette manière d'exercer la dissuasion. On va dire que c'est l'un des piliers de cette dissuasion conventionnelle asymétrique. Les autres piliers étant l'influence régionale et l'utilisation des proxys. François Niccolò les a rappelés tout à l'heure, on pourrait en rajouter quelques autres. Mais aussi d'autres outils de deuxième rang, comme le cyber, les frappes de drones, les missiles de croisière, qui sont ceux qui ont réellement tapé le complexe saoudien donc en septembre dernier. Donc il n'y a pas que les missiles balistiques. Ou bien, donc ça c'est le premier volet, ça revient à dire, voilà, on peut être dissuasif de manière, entre guillemets, conventionnelle et asymétrique, ou bien, si vous nous déniez ce rôle, c'est-à-dire si vous nous déniez la capacité d'exercer une influence régionale et d'avoir une sorte de marche protectrice sur le pourtour iranien, eh bien évidemment, l'autre voie, c'est le programme nucléaire et c'est la bombe atomique. Que ce soit la bombe atomique, comme le disait François Niccolò, en restant au seuil, enfin sous le seuil, ou en franchissant le seuil. Et dans ce dialogue, la logique et le paradoxe, c'est que mon intuition, c'est qu'une grande partie de l'opinion publique iranienne opte sans hésiter pour la deuxième option. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire sur le recours au nucléaire, enfin le privilégier plutôt le nucléaire, qui finalement présente l'avantage d'investir l'argent plutôt que de dilapider de l'argent à l'extérieur. Ça permet d'investir massivement dans le pays et donc ça a un côté d'entretien et de développement et de gagnant-gagnant sur le plan scientifique. On pourra en discuter si vous voulez. Mais toujours est-il que la logique, c'est de se dire, voilà, il y a les deux options, j'ai deux fers au feu. Et donc, en bon négociateur, le pouvoir iranien aujourd'hui dit à la communauté internationale, regardez, j'avance sur les deux voies. La balle est dans votre camp, maintenant il faut choisir. Et donc, sous-entendu, si vous ne voulez pas, si vous ne nous concédez pas, par exemple, le programme missile balistique, et je vais m'appesantir sur la logique du programme, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que de franchir le seuil. Ou, à l'inverse, si vous ne voulez pas que nous franchissions le seuil, eh bien, laissez-nous exercer une dissuasion asymétrique à travers l'influence régionale, dont on peut discuter sans doute la teneur, et sur le programme balistique. La logique du programme balistique, alors là, je viendrai plus en détail sur le côté technique tout à l'heure, dans la deuxième partie de ma présentation. Mais la logique, on va dire stratégique, c'est quoi ? C'est de dire, admettons qu'en première frappe, non pas en première frappe, pardon, parce que bien entendu, cette logique de missile balistique, enfin de frappe balistique, c'est une frappe en second anticipée. C'est-à-dire que si, par exemple, au hasard, Israël venait à attaquer le programme nucléaire iranien, parce que les Iraniens savent très bien, enfin je suppose qu'ils ont tout à fait réalisé le fait que les Israéliens, les Américains et quelques autres acteurs étaient parfaitement capables de survoler le territoire iranien en quasi toute impunité, s'ils le veulent vraiment. Donc en fait, ils savent qu'ils sont vulnérables sur le plan classique. Ils l'acceptent parce qu'ils n'ont pas les moyens, en ce moment, en étant sous embargo, de se doter de l'outil militaire classique qui leur permettrait de faire valoir leur souveraineté. Donc si quelqu'un agresse et franchit les lignes rouges réellement à l'intérieur du pays de l'Iran, nous riposterons, et nous riposterons avec des frappes de missiles balistiques massives, équipées d'ogives tout à fait conventionnelles. La logique, par exemple, vis-à-vis d'Israël, c'est de dire quoi ? Si un Premier ministre israélien décidait, par exemple, donc d'attaquer le programme nucléaire iranien, etc., admettons qu'on lui envoie 100 missiles balistiques et l'Iran a la capacité technique de le faire. Donc 100 missiles balistiques sur les grandes villes israéliennes, sauf Jérusalem, bien sûr. Les systèmes antimissiles israéliens, qui ont une efficacité de l'ordre d'environ 85%, qui tombent à autour de 75-80% en cas d'attaque par saturation, seraient donc capables de détruire, disons, environ 80 de ces 100 missiles. Donc il reste 20 missiles qui passent.
Admettons qu'il y en ait 5 qui, pour différentes raisons, n'atteignent pas leur objectif ou soient encore abattus en dernière phase ou ne fonctionnent pas, etc. Il en reste 15 qui touchent les grandes cités. Quand vous regardez, et c'est ce que je me suis amusé, enfin, ce que j'ai calculé en regardant le côté historique, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la guerre des villes en 87-88, pendant la guerre Iran-Irak, vous apercevez que chaque missile, et à l'époque c'était des Scud on va dire de sous-qualité par rapport à ce qu'il y a maintenant sur le marché, chaque missile qui tapait faisait environ 20 morts, à la louche. Donc vous multipliez 15 par 20, vous avez 300 morts, et ça c'est une frappe. Vous rajoutez l'arsenal du Hezbollah, qui est capable de faire environ une centaine de morts civiles par jour, toujours sur une première frappe. Ça veut dire que vous faites passer le message à un exécutif ou à un pouvoir politique adverse. Si vous m'attaquez, je ne pourrai pas riposter de manière classique. Je veux dire, l'aviation iranienne est comment dire, totalement obsolète, ses moyens conventionnels aussi. Donc je riposterai par une frappe balistique qui vous fera au bas mot, avec celle de mes proxys, environ 500 morts civiles. Et ça, c'est juste une première, parce qu'après, il peut y en avoir d'autres derrière. Même si, entre-temps, vous allez taper mes sites, mes lanceurs, et donc vous allez évidemment les éroder. Donc là, de ma compréhension, et je connais bien ces deux pays, je connais un peu l'Iran, mais je connais très bien Israël aussi, la logique, c'est de dire aucun Premier ministre israélien ne survivra 3 jours, politiquement, à 300 morts civiles ou 500 morts civiles dans la population. Quand vous avez un État qui dépense 10% de son PIB dans la défense depuis environ 70 ans, qui maintient les gens 3, 4, 5 années dans le service militaire, et dont la rhétorique, c'est de dire que justement, nous assurons l'invulnérabilité de la population, pas militaire, mais de la population civile israélienne. Donc, dans ma compréhension, la logique de ce côté-là du programme balistique, si vous voulez, c'est ça. C'est de dire que c'est une arme de rétorsion, de frappe en second, pour dissuader finalement tout agresseur censé, et la question évidemment c'est le censé, tout agresseur censé de franchir nos propres lignes rouges. Alors maintenant, si on vient et si on développe un petit peu ce qu'on peut dire ou savoir du programme nucléaire, pardon, du programme balistique iranien, je pense que déjà, il faut se dire qu'il ne faut pas raisonner ni en termes de vecteurs, ni en termes de distance. C'est-à-dire que quand vous lisez les rapports, les analystes, etc., ils vous disent oui, alors l'Iran est censé avoir X centaines de missiles de telle catégorie, etc. Je veux dire, c'est pas ça qui est réellement important parce que d'abord, on n'a pas de chiffres exacts. Quand vous regardez les rapports disons, des principaux centres de recherche performants dans ce domaine, vous apercevez qu'aucun n'a de chiffres qui se recoupent. Les plus prudents préfèrent justement ne pas donner de chiffres, etc. Par contre, et c'est pareil, en portée, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout le monde est à peu près d'accord, les derniers missiles les plus performants iraniens ont une capacité supérieure à 2000 km et tout le monde est globalement d'accord là-dessus. Il faut par contre raisonner en termes de capacité, c'est-à-dire de quoi les scientifiques iraniens ou le système balistique iranien est-il capable de délivrer. Là, quand on regarde, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand on discute avec, là aussi, des gens qui suivent ça de près, on regarde qu'ils ont un programme qui est clairement à longue portée, avec des missiles à 2 étages, à carburant solide ou liquide, mais qui ont donc une capacité d'atteindre à peu près tout dans un rayon de 2000 km. Alors évidemment, il n'y en a pas non plus une quantité illimitée, hein, mais qui ont une capacité donc de grande allonge et de frappe à grande distance. Ils ont atteint maintenant une capacité quasi spatiale. Je dis quasi spatiale parce qu'ils sont en mesure de mettre en orbite des petits satellites. Le dernier, ils y sont presque arrivés, mais pas complètement. Mais bon, comme tout technicien, quand vous vous intéressez à l'histoire des techniques, vous voyez, mécaniquement, ça va arriver. Donc, quand vous mettez en orbite des satellites, évidemment, vous êtes en capacité de toucher des points à peu près des points très éloignés sur la Terre. Il faut raisonner en termes de précision. Ce qu'on regarde par rapport à, par exemple, la période de la guerre Iran-Irak, où là, la précision était en kilomètres, voire en centaines de mètres. Aujourd'hui, la précision est passée à inférieure à 50 mètres. Parfois moins, si on en croit certains experts. Donc, ils ont fait des gros progrès en termes de précision. Et ils l'ont démontré lors des différentes frappes opérationnelles qu'ils ont ou bien assumé, que le régime iranien, le pouvoir iranien a assumé. Donc, en juin 2007 contre Daesh en Syrie, en octobre 2008
à la fois contre les Kurdes, enfin contre certains Kurdes et contre Daesh, cette fois-ci en Irak, et en janvier 2020 contre la base américaine Al-Assad, donc en Irak. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, la salve de missiles était quand même très limitée. Sur les quatre premiers cités, c'était à chaque fois des salves d'environ 6 missiles. Et la dernière, donc en janvier 2020, c'était une salve de 12 missiles. Et je laisse de côté tous les tirs qui ont été revendiqués par les proxys en provenance du Yémen ou d'ailleurs. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de raisonner en termes de lanceurs. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir des centaines de missiles. Si vous n'avez que quelques lanceurs, ça vous fait une belle jambe d'avoir 2000 missiles. Si vous ne pouvez en lancer que 20 à chaque fois ou 30 à chaque fois, vous êtes quand même très limité. C'était exactement la problématique de Saddam Hussein pendant la guerre du Koweït en 1991, quand il a affronté la coalition internationale, où il avait dispatché ses lanceurs de Scud un peu partout dans le désert, et le but c'était d'aller frapper les lanceurs, parce que c'était le lanceur qui était capital. Là aussi, donc, il faut se poser la question de combien de lanceurs effectifs et performants dispose réellement l'Iran. Là, bien sûr, on n'a pas de données fixes, bien entendu. Mais ce qu'on peut voir, quand on discute avec certains experts et quand on lit les rapports soi-disant ou censés être les mieux informés, on s'aperçoit que l'Iran aurait au conditionnel donc une cinquantaine de lanceurs de missiles de l'ordre de la portée de 1000 km et probablement une soixantaine, dont la moitié mobile, de lanceurs de missiles d'une portée de 2000 km. Donc si vous raisonnez sur qu'est-ce qui est capable d'atteindre Riyad, par exemple, ou bien le Pakistan, ou bien Israël, en fait, vous vous apercevez qu'il y a au bas mot une soixantaine, qu'il y a entre 50 et 100 lanceurs. Et c'est en fait ça qui est important de réaliser. C'est beaucoup plus que, si vous voulez, le nombre de missiles. Alors, puisqu'on m'a demandé de parler du programme balistique, si on descend dans le détail un petit peu des différents types de missiles, qu'est-ce qu'on réalise ? On s'aperçoit qu'évidemment, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, mais c'est une courbe, si vous voulez, qui descend, qui décroît. C'est-à-dire que plus la portée est courte, plus vous en avez beaucoup, et plus vous allongez la portée, c'est-à-dire jusqu'à 2000 km, et plus le nombre est relativement limité. Donc dans la catégorie des 300 à 500 km, donc en fait des Scud améliorés, on ne sait pas combien il y en a, mais le missile le plus précis, là encore quand on en croit les experts, c'est le Fateh 110, qui aurait une précision réputée très grande, puisqu'ils ont fait ils ont fait de vrais progrès sur le guidage terminal de leurs missiles, en fait, c'est-à-dire de leur charge militaire. Sur les missiles d'une portée de 1000 km ou plus, on estime que les deux meilleurs types de missiles sont les Shahab 3 et les Ghadr. Et sur les missiles de 2000 km et plus, qui sont ceux sur lesquels les gardiens de la révolution et l'organisation militaire iranienne semblent mettre le paquet, on distingue les missiles Sijil, les missiles Emad, les missiles Ashura et le tout nouveau missile Khokhamchar, qui sont dotés et qui sont crédités d'une assez grande précision. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce programme est relativement mature. Il a 35 ans d'âge, puisqu'il date donc du milieu de la guerre Iran-Irak. Et évidemment, en 35 ans, et là je reprends ma casquette d'historien, quand vous regardez les grands programmes balistiques ou spatiaux d'un certain nombre d'autres pays, y compris l'Inde, bien sûr le Pakistan, même le Japon et d'autres, vous apercevez qu'en fait, en 35 ans, on peut arriver à des résultats quand même assez intéressants. Ce qui est sûr aussi, c'est que, comme je vous le disais, il faut garder en tête le principe que plus la portée est grande, plus la portée est courte, plus la précision est grande. Donc en termes là aussi de stratégie, et bien entendu c'est toute une partie de la logique de communication de l'appareil d'État iranien, ça consiste à dire, voilà, il faut trouver le bon créneau, la bonne distance, c'est en permanence un ratio entre la portée et la précision. Et je m'arrêterai là. Merci.
Merci Pierre Razou. On va aborder maintenant la question des réseaux économiques avec peut-être un contexte à resituer, notamment comme conséquence des sanctions imposées par Donald Trump qui ont coûté très cher à l'économie iranienne. Le Fonds monétaire international estime que le PIB iranien diminuera de 9,5% en 2020. Toujours selon le FMI, le PIB iranien était de 496 milliards de dollars en 2019, plaçant l'Iran au 28e rang mondial. Et par souci de comparaison, on peut juste rappeler que les États-Unis, en termes de PIB, ce sont 22 200 milliards et la Chine 15 500 milliards. Alors je me retourne vers vous, Amin Moradam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réseaux économiques iraniens dans la région et comment finalement l'économie iranienne parvient à survivre à l'étau qui s'impose à elle? Merci beaucoup. Je remercie également le Sénat, l'IREMO et Bernard Ourcade d'avoir organisé cette journée. Avant de commencer, je voudrais aussi ici rendre hommage aux travaux pionniers de Farid Boudelkha sur cette question, justement, qui dans son ouvrage « 1001 frontières » a montré l'importance de ces échanges régionaux en espérant qu'elle sera libérée le plus prochainement. La question qui m'a été posée, c'est de voir si ces réseaux économiques transnationaux, pour ma part à l'échelle régionale, constituent en fait un soft power pour l'Iran. Je propose donc de mener une réflexion sur la structuration d'une région d'échange à l'échelle de la région. Ce matin, on a beaucoup parlé de la résistance. Est-ce qu'on peut parler d'une région de résistance, d'une géographie de résistance à l'échelle régionale, à partir de l'idée selon laquelle les structures contraignantes telles que les sanctions ont été, quelque part, le vecteur principal de la constitution de ce territoire d'échange, avec des acteurs très variés, publics, étatiques, para-étatiques, dont justement les frontières sont très flues dans le contexte iranien. Pourrait-on aussi parler, de ce même, pour les mêmes raisons, de l'émergence d'une forme d'intégration finalement régionale de l'Iran, pas une intégration régionale formalisée, mais d'une région d'échange de facto, qui, dans la durée, je pense, constituera une forme de puissance pour l'Iran, une forme de puissance qui pourrait fonctionner sous ce leadership politique comme sous un autre leadership politique. Ce n'est pas forcément dépendant de la République islamique. Donc, pour répondre à la question de est-ce que cette région d'échange est un soft power, il faut d'abord regarder les sanctions, qui seraient donc un élément de contexte, mais de cette approche-là aussi un outil analytique qui nous permet d'étudier ce territoire-là à l'échelle de la région. Et donc il faut regarder les sanctions d'une autre manière, ne pas les considérer de manière positive, mais de voir aussi quels sont les effets qu'ils peuvent générer. Ici, je voudrais souligner l'un des auteurs, je dirais un des architectes des sanctions américaines sous l'administration Obama, Richard Nephew, qui est aujourd'hui professeur à l'Université de Columbia et qui a écrit un ouvrage qui a été publié l'année dernière intitulé « The Arts of Sanctions ». En gros, dans cet ouvrage, il voit les différents cas de pays sanctionnés par les États-Unis et il propose à ses étudiants de réfléchir à la manière dont on peut mettre en place les sanctions de manière effective. Je cite un petit passage de son livre que j'ai traduit moi-même depuis l'anglais vers le français. « Les sanctions sont censées créer de la douleur, donc des pains en anglais, dans le fonctionnement des acteurs ciblés et les encouragent à prendre conscience des éléments qui font encourir l'avènement des sanctions, de les éviter ou de les contourner. La douleur, comme terme utilisé dans ce contexte, souligne à la fois l'objectif des sanctions et leurs limites inhérentes. Si cette douleur est à l'origine d'une situation inconfortable pour les sujets qui les subissent, elle peut aussi être gérée, tolérée, et avec le temps, elle peut s'adapter dans le sens où elle participe au profit des acteurs qui la subissent. »
ça fait un peu peur aussi qu'il y ait quand même ce type de pensée derrière cette rationalisation, en fait, finalement, des sanctions. Donc, de fait, la révolution, plusieurs mécanismes, on en a parlé ce matin, non conventionnels, comme la contrebande ou l'échange par troc, sont devenus des mesures compensatoires de cette déconnexion forcée de l'Iran, de l'économie globale. Et les sanctions ont permis à l'économie iranienne, je parle ici sous l'autorité de Thierry Kovy qui a parlé ce matin, de prendre aussi de nouvelles directions. Évidemment, dans un contexte de 80% de PIB qui provenait des ressources pétrolières, par exemple en accélérant l'exportation des produits non pétroliers, comme le ciment. Le ciment est un marché très important à l'intérieur de l'Iran et on est aussi dans une région de reconstruction, la Syrie, l'Irak, et donc le ciment est un secteur très important qui a commencé à s'exporter dans la région. Il y a aussi d'autres marchés qui se sont développés. Pour ma part, j'ai étudié vers la fin des années 2000 le marché de l'art avec les Émirats, avec la ville de Dubaï, qui sont devenus des vecteurs de blanchissement d'argent, mais aussi des moyens de sortir de l'argent de l'Iran et qui, bon, ici on n'a pas le temps, mais qui, en tant que secteur, se sont renforcés aussi pour leurs propres apports, par exemple à la sphère culturelle et artistique iranienne, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Dans ce sens, l'appellation dès les années 2011-2012 de Ayatollah Khamenei d'appeler l'économie iranienne l'économie de la résistance, c'est aussi une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'il y a la question idéologique, mais aussi le quotidien des Iraniens qui participent à cette économie de résistance, mais aussi la diversification des activités des grands conglomérats iraniens, le capitalisme qui s'est formé dès la fin de la guerre Iran-Irak, qui a participé donc à ce développement des réseaux transnationaux. Donc d'une part, il y a la question des acteurs économiques, mais aussi la diplomatie mercantile iranienne qui a accompagné cette orientation régionale, par exemple en facilitant les circulations des Iraniens avec les pays voisins, la levée des visas avec l'Arménie. Les Iraniens peuvent se rendre au Kurdistan irakien avec un visa à l'aéroport. L'Arménie, c'est le cas. La Géorgie, parfois il y a eu des visas, mais de temps en temps, ils ont quand même enlevé les politiques de visa. Les Émirats, c'est un cas sur lequel je reviens et avec lequel je suis familier, qui, malgré les tensions diplomatiques fortes, comme je vous montrerai sur le tableau vers la fin de ma présentation, reste le deuxième partenaire économique de l'Iran, notamment pour l'exportation des produits non pétroliers. Par conséquent, lorsqu'on parle d'un système d'échange, d'un réseau économique comme soft power, donc on parle des acteurs économiques et sociaux, de certains secteurs qui se développent, il faudrait aussi parler, est-ce qu'on parle de l'État iranien, est-ce qu'on parle des citoyens iraniens, est-ce qu'on parle des acteurs semi-étatiques? C'est pas pour provoquer certains commentateurs, mais je pense que c'est difficile de distinguer la société iranienne de l'État dans ce cas-là. C'est-à-dire que les relations d'interdépendance sont tellement fortes dans ces réseaux d'échange qu'il est difficile de dire qu'il y a d'une part l'État et d'autre part des acteurs économiques. Il suffit de regarder les chambres de commerce, par exemple, dans les régions frontalières, qui sont comme à Kermanshah, qui est une chambre de commerce très importante, notamment en raison des échanges importants avec l'Irak, et qui pèsent vraiment sur les décisions politiques. Ce sont des acteurs économiques, mais je viens d'un long séjour aux Émirats, et j'ai rencontré donc les chambres de commerce irano-émiriennes, qui sont des individus éduqués aux États-Unis qui n'ont pas forcément vécu très longtemps en Iran, mais qui ont bénéficié pendant longtemps du marché iranien et qui, eux aussi, sont en relation avec les hommes politiques iraniens et qui pèsent sur ces décisions-là et qui insistent à ce que les autorités iraniennes restaurent des relations, par exemple, avec les Émirats. Donc,
pour vous dire que les relations d'interdépendance sont très fortes entre les différents acteurs économiques et ce qu'on peut appeler les acteurs étatiques, para-étatiques, y compris par exemple les gardiens de la Révolution. Donc parler de relations d'une part entre une oligarchie économique qui s'est développée, comme pour rappel historique, dans la période post-révolutionnaire, mais notamment après la guerre Iran-Irak, et du point de vue un peu sociologique, le lien de cette oligarchie économique avec des activités très diversifiées, avec différentes classes sociales, si vous voulez, ou de milieux sociaux iraniens. Et je pense que la clé de compréhension de ce système de, comme disent les Américains, capitalisme, crony capitalism ou capitalisme de connivence, c'est ces relations d'interdépendance entre les classes sociales moyennes, aisées aussi, et les oligarchies qui sont sorties de ces périodes successives de libéralisation, mais aussi d'isolement. Alors, pour vous donner un exemple, dès la fin du mois d'avril 2018, l'économie iranienne était secouée par une crise, comme vous le savez, avec le retrait des Américains de l'accord. Et nous avons donc observé la dépréciation de la monnaie iranienne de 60%. Et au moment, quelques mois, un mois ou 2 mois après la dépréciation, la Banque centrale a annoncé la sortie de 30 milliards de dollars de l'économie iranienne qui aurait contribué entre autres à la dépréciation, à la dévaluation du rial iranien. Donc il y avait beaucoup de débats justement avec les chambres de commerce parce que le gouvernement reprochait aux chambres de commerce d'avoir fait des exportations et de ne pas avoir permis le retour des gains obtenus à partir des exportations vers le marché intérieur. Donc il y avait beaucoup de discussions en Iran sur ces questions-là. Et il n'y a pas, donc évidemment, des économistes et puis des critiques de l'économie iranienne soulignaient le fait que l'économie iranienne n'était pas attractive pour garder ces avoirs-là, ces capitaux-là dans le marché intérieur. Or, il y a quelques mois, de nouveau, le porte-parole de la Banque centrale iranienne a annoncé que non, on pense qu'entre 60 et 70% de ces capitaux sont retournés vers le marché intérieur. Alors pour vous dire que par exemple, quand on parle, c'est un exemple, mais quand on parle de la fuite des capitaux, de la même manière qu'on peut parler de la fuite des cerveaux, c'est jamais une fuite définitive et que c'est ce qui montre qu'après un mois avec la dévaluation du rial, 30 milliards de dollars sont sortis du pays. Ça montre d'abord le niveau de connexion de l'Iran à certains territoires, comme la Turquie, par exemple, ou l'Irak, qui permettent aux acteurs économiques, qui sont parfois aussi les acteurs politiques, il y a un chevauchement en Iran entre les deux acteurs, comme la plupart des systèmes capitalistiques. Enfin, je veux dire, à la fin, je pense qu'il faut un peu exceptionnaliser, si je peux me permettre, le capitalisme iranien. Il suffit de regarder le système américain, les familles Rothschild. On en a aussi des familles capitalistes qui fonctionnent dans un système de chevauchement avec des acteurs politiques. Et donc, pour cet exemple de la sortie, évidemment, il y a des effets, des répercussions de cette sortie des capitaux à des échelles très différentes. Ce qui m'intéresse, par exemple, aujourd'hui, c'est le secteur immobilier en Turquie qui a vu l'arrivée de ces capitaux. En Turquie, les Iraniens ont beaucoup acheté dans le secteur immobilier turc, mais il n'y a jamais, on ne peut pas parler, je pense, d'un départ définitif de ces capitaux, et ils sont extrêmement connectés au territoire et à l'économie iranienne. On peut voir l'effet de cette donc diversification des territoires d'échange, notamment à l'échelle régionale, en Turquie, à Dubaï un peu moins, vu les tensions politiques avec les Émirats, en Géorgie, plus récemment, depuis quelques années, l'Irak, et même le sultanat d'Oman, qui, d'après les statistiques que j'ai suivies du ministère de l'Industrie, commence à faire sa place dans les échanges avec l'Iran. Les Iraniens ont un peu l'idée de remplacer Dubaï
par Masca, ce qui n'est pas envisageable de mon point de vue. Mais enfin, avant-hier, il y avait un grand salon à Masrate de businessmen iraniens et omanais. Et dans les statistiques, on commence à observer une augmentation des échanges avec le sultanat d'Oman. Il me reste 5 minutes, il me semble, je crois. Donc, pour dire que le durcissement des sanctions internationales a favorisé la construction d'une aire d'échange par défaut, parce que c'était un peu par défaut qu'on allait dans ces territoires, et du fait des difficultés des Iraniens pour se déplacer vers les pays occidentaux et effectuer donc des transactions bancaires. Je dirais une infrastructure humaine tissé de liens de confiance, d'amitié, et c'est là où le travail anthropologique est important, d'affinité culturelle, ethnique, confessionnelle, mais aussi d'alignement de classe sociale. Et ça, c'est un point important, justement, pour montrer qu'en tout cas, dans la sphère économique, il y a ce genre d'interdépendance et d'alignement. Et on peut, par ailleurs, aller dans la rue et contester contre le régime, mais quand on fait de l'économie, on profite de ces relations lorsqu'elles existent. Alors, je vais montrer quelques tableaux, les mêmes tableaux que Thierry a montré ce matin. Donc ça, c'est un autre indicateur des produits, les échanges commerciaux de l'Iran avec les 10 premiers partenaires commerciaux non pétroliers. Et pour ma part, donc, il y a la Chine, évidemment, avec une balance commerciale importante de l'Iran, puisque c'est l'Iran qui importe des produits. Donc la différence entre les importations et exportations, donc la balance commerciale. Le cas les Émirats arabes unis, le deuxième, est un cas vraiment, c'est un cas avec lequel je suis familier, mais c'est aussi un cas intéressant, puisque donc, depuis plusieurs années, l'Iran a des tensions diplomatiques très fortes avec les Émirats arabes unis, mais les Émirats sont restés toujours le deuxième partenaire économique de l'Iran pour les produits non pétroliers. Et lorsque je parle aux diplomates iraniens, ils me disent nous, on n'a pas de problème avec les Émirats. Et les Émiriens, ils disent oui, ça a baissé. Mais, et en effet, il y a une baisse, je vais vous montrer dans le tableau suivant, mais il y a une baisse des importations et des exportations depuis l'année dernière, depuis toutes les destinations. Donc ça ne concerne pas que les Émirats. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la dépendance iranienne vis-à-vis donc, de ses voisins, l'absence évidemment des pays européens de ce tableau. Et donc ça, c'est à l'échelle des pays voisins uniquement. Les Émirats, c'est le premier partenaire avec une balance commerciale négative, mais une dépendance de toute manière très forte, aussi bien en termes d'importation que d'exportation. Ensuite, on a l'Irak, la Turquie, Afghanistan, Russie, Pakistan. Le sultanat d'Oman, c'est une petite part, mais comme je vous disais, est en augmentation, et puis les autres pays. On parlait de l'Arabie saoudite, donc on part toujours ces pays en disant que l'Arabie saoudite mène un peu la politique que l'Iran menait il y a plus de 40 ans, 50 ans même. Eh bien, je dirais que de ce point de vue, c'est un peu la même chose. L'Iran, une puissance qui dépendait des territoires lointains, des pouvoirs occidentaux, je pense est devenue une puissance régionale, mais aussi de point de vue économique. Et encore une fois, je pense que ces réseaux-là sont beaucoup plus puissants et peuvent continuer à exister sur d'autres leaderships politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la République islamique qui pourra les diriger. Voilà. Les principaux pays, donc c'est des tableaux complémentaires. Voilà, donc c'était sur ce tableau où je voulais montrer une augmentation de la part du sultanat d'Oman qui semble devenir, avec les relations diplomatiques importantes que l'Iran a avec le sultanat d'Oman, ça fait sens aussi qu'il y ait aussi des rapports économiques plus... que les échanges économiques s'accélèrent. Alors, pour conclure, est-ce que ces réseaux économiques sont un soft power pour la République islamique ? Je pense que oui et non. On a parlé tout à l'heure
de capacité dissuasive de l'Iran de point de vue militaire. On a vu que les Iraniens ont attaqué les tankers émiriens. J'étais aux Émirats quand le général Soleimani a été assassiné. Tout le monde avait un peu peur. Moi, j'étais persuadé que les Iraniens n'allaient pas quand même tirer dans leurs pieds. C'est-à-dire ils dépendent vraiment de leurs voisins, y compris les Émirats arabes unis, qui est l'allié donc de l'Arabie saoudite, et donc dans le bloc anti-iranien. Non, ça ne l'est pas. Donc ça n'est pas un soft power, parce que comme je disais, la fidélité de ces réseaux économiques vis-à-vis du système politique n'est pas forcément quelque chose qu'on pourra confirmer la durabilité, la fidélité de ces réseaux économiques pour continuer, comme je disais encore une fois, sous un autre leadership, mais c'est une infrastructure humaine, c'est un soft power qui pourra continuer à exister. C'est une véritable intégration régionale par le bas, si vous voulez, de l'Iran. Voilà. Donc, pour répondre un peu, et puis pour faire écho aussi à ce que Bernard Orcat ce matin disait sur l'influence de l'Iran dans la région aujourd'hui ou dans un avenir proche ou lointain. Voilà. Merci beaucoup. Merci Amin Mohadam. Il est 15h04. Je vous propose d'ouvrir les questions dans la salle. Je vois que les mains se lèvent déjà. Je vais peut-être prendre 3 questions pour commencer. Et puis on va prendre par groupe de 3. Monsieur. Bonjour, Michel Makinski à Géomètre International. Merci pour ces présentations. Pierre, tu as remarquablement montré l'évolution de la puissance en termes de missiles iraniennes. Pourrais-tu préciser une chose par rapport à mon impression qui est suivante? J'ai l'impression que cette supériorité est non seulement liée au progrès considérable en termes de précision, ce que tu as très bien démontré, mais couplée au facteur, et tu l'as sous-entendu à propos du Hezbollah, saturation. Et c'est ce qui inquiète énormément Israël, c'est la maîtrise du couple précision-saturation. Et tu l'as esquissé. J'ai une deuxième question. Tu émets l'hypothèse qu'une des options iraniennes, c'est également l'éventuel retour au nucléaire. Et tu as indiqué que financièrement, ça ramènerait plutôt l'argent vers l'intérieur que l'extérieur. Il ne faut peut-être pas oublier que l'accord, le JCPOA, résulte aussi d'une évaluation qui était faite au niveau de l'exécutif iranien des coûts gigantesques que présentait ce programme qui a des implications industrielles par rapport à une économie très fatiguée. Aujourd'hui, l'économie est également dans un état très délabré. Je n'ai pas l'impression que ça crédibilise beaucoup l'hypothèse nucléaire. Amir Moghadam, merci beaucoup d'avoir cité le cas du ciment. Je voulais vous demander si vous ne partagez pas mon impression sur le fait que le ciment est utilisé, en particulier vers l'Irak, comme une arme économique. C'est-à-dire que une première fois, il y a eu des exportations gigantesques de ciment vers l'Irak, alors que l'Iran, à l'époque, n'avait pas assez de ciment pour son besoin national. Et c'était pour tuer un certain nombre de concurrents irakiens locaux. Et cela participe, peut-être, c'est la question que je voulais vous poser, d'une stratégie iranienne de prise de contrôle de l'économie irakienne par des entreprises Pasdaran en particulier, car je crois que c'est une dimension que l'on sous-estime et qui est très présente en Irak. Et je voulais vous demander si vous partagez cette impression. Et deuxièmement, est-ce que vous ne partagez pas également une impression identique s'agissant de la Syrie, où on voit que l'Iran essaye de se, entre guillemets, nourrir sur la bête en offrant aux entreprises Pasdaran les possibilités de prendre le contrôle de secteurs entiers de l'économie syrienne. Et là, c'est moins le secteur privé qui est en cause, que vous évoquez, que l'emprise des gardiens de la Révolution via les conglomérats Kratamolambia et autres. Merci. Ça fait déjà 3 questions d'un coup, mais alors voilà, on va tout de même prendre monsieur. Il y avait monsieur devant et... Allô ? Oui. Ça marche. Lucien Champenois, vice-président de l'Association pour Jérusalem.
Alors, ma question s'adresse principalement à François Nicoulot et à Pierre Razou, dont les deux exposés nous ont permis de juger avec une grande précision, une grande rationalité, les choix qui se posent à l'Iran en matière nucléaire et en matière balistique. Et il est évident que dans ces choix, l'antagonisme avec Israël joue un rôle, je ne dirais pas exclusif, mais un rôle tout de même prédominant. Pardon, oui. Oui, je disais que devant les choix iraniens, dans les choix iraniens, l'antagonisme avec Israël joue un très grand rôle. La question que je voulais poser, c'est, bien sûr, on peut, comme vous le faites très bien, exposer de manière très rationnelle les différents choix et le calendrier, disons, que ça suppose, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi, avant tout, une grande part d'irrationalité qui rend les choses très difficiles à prévoir, à savoir le besoin qu'ont les dirigeants de ces deux pays d'entretenir la tension sur le théâtre moyen-oriental, l'un en se posant comme la victime désignée de l'islam iranien, et l'autre en se posant comme défenseur des lieux saints de l'islam à Jérusalem. Merci. Voilà, troisième question pour ce premier groupement de questions avec Monsieur Devant. Donc j'ai deux questions très rapides donc, pour M. Razou et pour M. Moradin. D'abord, M. Razou, vous n'avez pas du tout parlé des missiles de croisière iraniennes type Soumar qui apparemment auraient une portée de 2500 km. Et vous n'avez pas non plus parlé des bases de lancement souterraines comme type de lancement. Et pour M. Moradin, vous n'avez pas parlé, enfin c'est une question sur les exportations de l'électricité. Est-ce que comme le ciment, vous considérez cela comme... Alors, vous souhaitez commencer, François Nicoulot? Oui, merci beaucoup. Bon, sur la dimension coût du programme nucléaire, le fait que le programme nucléaire coûterait si cher que finalement l'Iran, pour le moment, mettrait tout ceci un peu sous le boisseau, en tous les cas, ne développerait pas ses ambitions. Il faut bien voir qu'un programme nucléaire civil, ça coûte très cher, hein. Une centrale nucléaire, quand même, ça coûte très très cher. Et l'idée d'en avoir une vingtaine, à plus forte raison. Et si on veut brancher sur ces centrales civiles une industrie d'enrichissement permettant de les alimenter, hein, la capacité d'enrichissement de l'Iran aujourd'hui ne permet pas d'alimenter même une seule centrale, hein, alors qu'il est. Donc là, c'est des investissements considérables, hein. Dans la situation actuelle, l'Iran ne peut certainement pas se les permettre. En revanche, il faut bien le dire, un programme nucléaire militaire, au moins dans une première phase, ça ne coûte pas très cher, hein. Ça ne coûte pas très très cher. Fabriquer quelques bombes pour l'Iran, franchement, c'est vraiment peanuts, hein, dans son budget, même dans son budget militaire. C'est une question vraiment de choix et probablement dans un certain nombre d'étapes techniques encore à franchir, hein. Mais une fois qu'un pays est au seuil, hein, l'Iran n'est pas très loin du seuil quand même, à ce moment-là, le coût est réduit. Ce qui coûte cher, effectivement, c'est un arsenal complet, un arsenal dissuasif. C'est-à-dire de disposer de suffisamment de missiles et évidemment de têtes nucléaires qui puissent entrer en concurrence avec ses principaux concurrents, et à commencer par Israël. Là, ça coûterait évidemment plus cher, encore que l'Iran dispose déjà du stock de missiles. Donc il faudrait évidemment en construire de nouveaux, les adapter un petit peu. C'est tout un travail. Il y en a quand même. Il faut bien voir que qu'entre le moment où on est capable de fabriquer une première bombe artisanal et le moment où on a un arsenal crédible, il s'écoule quand même 10 ou 15 ans minimal, hein. C'est ce qui est arrivé à la France, par exemple, entre 1960 et 1980, pratiquement, pour avoir quelque chose qui devienne crédible. Mais
l'Iran n'aurait pas besoin, dans cette hypothèse, hein, à laquelle je n'adhère pas, qu'il veuille avoir la bombe, il n'a pas besoin d'avoir un grand arsenal. Il suffirait, j'allais dire, presque d'avoir 2 ou 3 bombes en espérant d'en placer une sur son adversaire principal, ce qui suffit amplement à dissuader les adversaires de la région. Là. En ce qui concerne l'irrationalité des comportements, oui, enfin, l'irrationalité a toujours joué un rôle considérable dans le développement des arsenaux nucléaires. Hein. Et c'est aussi vrai entre les États-Unis et l'Union soviétique. Hein. Quand, par exemple, le fameux missile GAP, vous savez, quand Kennedy s'émeut du fait que l'Amérique prend du retard par rapport au programme soviétique, c'est absolument faux à l'époque. C'est vraiment une espèce de peur panique qui ne correspond à aucune réalité. Donc ça jouait un rôle considérable. D'ailleurs, la taille monstrueuse des arsenaux qui ont fini par se développer est en soi, enfin, le signal le plus manifeste de l'irrationalité qui était à la base même de cet affrontement. On retrouve cette irrationalité absolument si on réfléchit à un couple Iran-Israël. Pour Israël, c'est vrai que en 1991, Israël perd ses ennemis, enfin, l'Union soviétique, enfin, disons, est en arrière-plan, et puis surtout Saddam Hussein, qui était son principal ennemi à l'époque, et celui qui voulait avoir la bombe arabe, disparaît. Donc Israël rentre dans un processus assez classique de fabrication de l'ennemi. Il faut un ennemi, il faut absolument avoir un ennemi pour justifier son effort de défense, pour mobiliser les populations, etc. Et l'ennemi qui est trouvé à l'époque, l'ennemi qui est trouvé à l'époque, c'est l'Iran, hein, c'est tout à fait clair. Alors qu'en dépit des échanges verbaux précédant cette période, il y avait quand même des coopérations. On sait bien que pendant la guerre Irak-Iran, hein, Israël a quand même alimenté en armes, en équipement militaire, a alimenté l'Iran. Donc il y avait un pragmatisme. Tout ceci s'efface avec la disparition de Saddam Hussein et la création d'un nouvel ennemi. Et du côté iranien, il y a aussi une part d'irrationalité, on peut le voir comme on veut, mais disons, la défense des Palestiniens fait partie des éléments fondateurs de la République islamique, de sa vision universaliste, parce que les Palestiniens, c'est l'exemple parfait à la fois qui permet de démontrer en les défendant que la République islamique est le meilleur des régimes islamiques, hein, contre les régimes impies, corrompus, prêts à pactiser avec Israël. C'est eux les vrais, dans le monde arabo-musulman, c'est eux les meilleurs défenseurs donc des Palestiniens. Et puis il y a aussi une dimension tiers-mondiste, hein, à l'époque, il faut bien voir ça, relisez Chariati, tout ça, c'est cette époque-là. Et les Palestiniens aussi sont la meilleure expression, voilà, de tous les opprimés du monde, quoi. En prenant leur parti, on défend vraiment tous les opprimés du monde. Et ça joue un rôle très important encore aujourd'hui dans les structures mentales, effectivement, de la République islamique. Merci. Alors on poursuit peut-être sur le volet militaire avec vous, Pierre Razou, donc le tandem précision-saturation, et peut-être quelque chose à rajouter sur le rôle d'antagonisme avec Israël. Alors en fait, je vais rétro-pédaler, si vous me permettez, Marie-France, pour répondre à toutes les questions. Alors, oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison sur les missiles de croisière, mais je ne les ai pas mentionnés puisqu'on me demandait de parler du missile balistique. Donc voilà. Bien, et ça me permet de rebondir sur la question sur la saturation et la précision. Oui, bien sûr. Si je me replace en tant qu'historien, par exemple, dans une situation type guerre Iran-Irak, etc., si j'ai à ma disposition les missiles balistiques, les drones et les missiles de croisière, ben, j'utiliserai tout en même temps pour des attaques de saturation, pour attaquer par tous les côtés et par surprendre l'adversaire. Donc je suis bien d'accord avec vous sur ce point-là. En revanche, les missiles de croisière ont un petit souci, c'est qu'au moins en l'état actuel de la technologie, ils sont relativement lents et assez faciles à détecter et relativement faciles à détruire. Et c'est vrai aussi que, aussi bien Israël que l'Arabie Saoudite, alors on a bien vu que les Saoudiens avaient quelques petits soucis de mise en place et de mise en œuvre, mais typiquement, par exemple, les Turcs ou les Pakistanais ou les Israéliens, apparemment,
ont quand même sont équipés pour taper et pour détruire en tout cas un nombre élevé de missiles de croisière. Mais oui, en effet, il fallait le mentionner. Je l'avais mentionné en disant que c'était par exemple le cas notamment sur la frappe sur Aramco le 14 septembre. Les bases de lancement souterraines, là aussi, oui, bien sûr, mais vous savez, nous aussi en France, on en a eu des bases souterraines. Donc, on est un petit peu au courant, on voit ce que ça coûte, on connaît les avantages, les inconvénients. Alors, l'avantage, c'est que c'est évidemment mieux protégé. L'inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Et souvent, c'est un one-shot. C'est-à-dire que vous avez votre missile dans votre silo. Alors, il est bien protégé et tout, mais une fois que vous l'avez tiré, avant de le recharger, c'est très compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Mais oui, en effet, ça fait partie de ce côté-là de l'arsenal. Donc saturation et précision, oui bien sûr, mais c'est pas que l'Iran, c'est tous les États qui veulent jouer, si vous voulez, ou qui veulent peser sur la scène internationale. La Chine fait pareil. La Chine en mer de Chine montre, si vous voulez, quelle est la capacité à la fois d'avoir la saturation et la précision. Le but du jeu, c'est que quand en face, restons par exemple sur l'exemple chinois pour ne pas mentionner certains des pays impliqués au Moyen-Orient. À partir du moment où vous avez des systèmes de détection performants et antimissiles en face et que vous avez la précision nécessaire, ça veut dire que chaque vecteur, si vous voulez, est identifié comme potentiellement touchant une cible d'intérêt. Donc vous allez le détruire, donc l'intercepter. Donc vous allez utiliser la saturation puisque vous allez tirer un nombre élevé d'intercepteurs, ou de missiles intercepteurs sur cette cible. Et donc évidemment, à force, vous avez un effet de saturation. Sur le retour sur l'investissement sur le nucléaire, alors je souscris intégralement à ce qu'a dit François Nicoulot et je ne rajouterai rien, si ce n'est que justement aujourd'hui, et je vous rejoins, monsieur l'ambassadeur, là, l'Iran est jusqu'à présent dissuasif sans avoir besoin d'avoir la bombe. Ma compréhension, et il suffit de regarder la séquence de ces 6 derniers mois, c'est évident. Je pense que la logique iranienne, ça consiste à dire oui, mais si vous nous empêchez justement d'être dissuasifs de cette manière-là, il faut que nous ayons le plan B. Et le plan B, c'est la bombe, avec ou pas franchissement du seuil. Sur l'antagonisme, sur l'Iran, Israël, l'irrationalité, etc. Je vous invite à lire, j'ai commis il y a maintenant 1 an et demi un gros article qui s'appelait « Iran-Israël, les meilleurs ennemis du monde », point d'interrogation. Dans la revue Politique Internationale, vous y trouverez toutes les réponses. Et je souscris aussi à ce que disait de ce côté-là François Nicoulot sur la fabrique de l'ennemi et autres. Juste une anecdote. Comme j'ai eu la chance d'aller des deux côtés et que je pense connaître un petit peu le mode de raisonnement et de fonctionnement de nos amis iraniens et de nos amis israéliens, je vous dirais que là où je vous rejoins, monsieur, c'est sur l'irrationalité possible éventuellement de certaines politiques. Mais heureusement, des deux côtés, vous avez quand même, on va dire, une technostructure qui est là, qui est en place, et qui fait que toute décision de cette nature-là, c'est-à-dire quand même que c'est une décision du plus haut niveau, de toute façon ne se prendrait que sur consensus et après de larges discussions de pas mal d'experts. Et le paradoxe, c'est que ce qui fait la beauté de ces deux pays, c'est que c'est une blague classique, mais on vous dit, vous avez en face de vous 10 interlocuteurs, vous aurez 6 opinions différentes. Donc ça vous garantit quand même de vous mettre à l'abri un petit peu du caractère irrationnel des deux côtés. Merci Pierre Azou. On se tourne vers vous, Amine Moradam, sur les questions économiques avec le ciment. Oui, je vais être très bref là-dessus. Vous avez évoqué si le ciment est une arme économique, c'est un instrument économique. L'Iran est isolé. Il cherche, comme je disais, des territoires où il peut avoir des échanges économiques. Le ciment, pour vous dire, certaines familles que je connais qui sont dans le ciment et qui sont aussi des marchands d'art, c'est pas la République islamique, c'est des acteurs économiques qui n'ont pas forcément non plus de soutien particulier pour le régime, mais qui cherchent des soutiens auprès des acteurs politiques pour faciliter les échanges économiques. Donc c'est un instrument économique c'est un instrument économique d'avoir accès à des territoires qui sont accessibles, y compris l'Irak. Pour la Syrie, je ne sais pas si le ciment est exporté, mais en tout cas,
Certainement, je veux dire, ça paraît quand même logique que ça soit aussi, ça fasse partie des exportations iraniennes vers la Syrie. Mais en tout cas, les statistiques plus récentes sur les 3 premiers mois de l'année iranienne montrent que la Syrie commence aussi, je parlais de Sultanat d'Oman, est forcément une des destinations des produits pétroliers iraniens. Et ça paraît encore plutôt logique que l'Iran profite de ces échanges, enfin de son alliance avec la Syrie pour exporter son pétrole vers la Syrie. En ce qui concerne l'électricité, oui, l'Iran est aussi fournisseur de l'électricité, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas expert du sujet. L'Iran fournissait de l'électricité à l'Arménie. Et il y avait des installations, il était prévu qu'il y ait des installations à la frontière. Je ne sais pas où ils en sont. Mais il y a des problèmes d'infrastructure et de financement d'infrastructure aussi, parce qu'à un moment, ils avaient prévu qu'il y ait aussi des voies ferroviaires vers l'Arménie, enfin, ce type d'échange. Mais il y a des problèmes de financement. Et puis, oui, fournisseur d'électricité pour l'Irak aussi. Donc, ça fait partie de ces échanges avec l'environnement régional de l'Iran. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons 20 minutes. Alors, il y en a beaucoup. Je vais prendre peut-être un petit peu vers Madame et les deux là-bas, deux messieurs en rouge et Vincent Hugeux. Bonjour, Sarah Guerra d'Orient 21. Ma question s'adresse à Monsieur Amin Moradam. Par rapport à une remarque que vous avez faite en passant tout à l'heure, vous disiez que vous ne pensiez pas que Mascate puisse remplacer Dubaï par rapport aux échanges économiques avec l'Iran. Pourquoi ? Surtout si il y a le projet du port de Dorm dans le Sultanat d'Oman qui vise justement à contourner le détroit d'Ormuz, qui devrait maintenant prendre effet d'ici la fin de cette année, début 2021. Donc est-ce que justement ça ne pourrait pas être l'occasion de contourner les Émirats arabes unis ? Bonjour, Édouard Fougère. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup à l'IREMO d'avoir organisé ce colloque. Ma question s'adresse à M. Moradam et concerne le secteur coopératif. Donc, la constitution iranienne précise qu'il existe un secteur coopératif en même temps qu'un secteur public et un secteur privé. Et ma question donc porte sur ce secteur coopératif. Je voulais savoir quelle était la part de ce secteur dans l'économie iranienne. Quel est l'impact donc de ce secteur dans les échanges transnationaux et si ce secteur était une solution pour l'avenir des échanges dans le cas, donc si les sanctions se poursuivaient et dans le cadre d'un esprit de résistance. Merci. Vincent Hugeux, par souci d'équilibre, ma question s'adressera prioritairement à messieurs Nicoulot et Razou. Y a-t-il, à votre connaissance, et au-delà des fantasmes et des spéculations, des indices probants de divergence entre les différents cercles de pouvoir quant au degré, par exemple, de volontarisme en matière nucléaire, en matière de missiles, par rapport au concept de seuil, ou est-ce que vous avez le sentiment, la certitude, la conviction qu'il y a perpétuation d'une forme de consensus au sein des différents centres de pouvoir en Iran? Merci beaucoup. Merci. On prend les questions dans l'ordre. Alors, c'est à vous de jouer, Amin Moradam. Pour la deuxième question, ça va être compliqué parce que, en tout cas, je ne vois pas leur trace dans les échanges transnationaux. C'est un système, si vous parlez des Taovoni, des systèmes coopératifs qui s'est développé pendant la guerre, et je ne vois pas leur impact direct dans les échanges économiques transnationaux, mais je suis encore, peut-être Thierry pourra répondre à cette question, mais vraiment je ne pourrais pas, je suis désolé pour répondre à cette question. Mascate, oui, c'est une question d'infrastructure. Le port Jebel Ali, c'est vraiment un port, c'est le port iranien. Bandar Shahid Raja'i, qui est le port iranien Bandar Abbas, n'est pas vraiment le port iranien, dans le sens où n'a pas les capacités d'accueil des grands navires. Et puis aussi des institutions bancaires
très importante. Les Omanais, c'était une volonté politique du sultanat d'Oman, ont été lents dans le développement du capitalisme qu'on a connu aux Émirats. Et puis aussi, une question de vraiment, là pour le coup, plus sociologique de la présence des Iraniens aux Émirats, qui est très profonde, qui est très diversifiée à tous les niveaux, et qui, au moment où les Émiriens ont arrêté de délivrer des visas de séjour aux Iraniens, il y avait des Iraniens qui arrivaient à avoir des permis de séjour au sultanat d'Oman, mais qui maintenaient toujours leurs relations avec les Émirats sur les visas de tourisme pour continuer à faire des échanges à partir de Dubaï. C'est vraiment, je crois, une question d'infrastructure, mais à long terme. Il y avait le port de Salalah aussi, mais c'est pas encore des ports qui peuvent rivaliser avec Jebel Ali à Dubaï. Merci. Donc les divergences dans les cercles de pouvoir en matière de volontarisme, tant sur le volet nucléaire que balistique. François Nicoulot. Oui, alors, en effet, enfin, ce qui a été dit, c'est ça. C'est vrai, en fait, vous prenez 6 Iraniens ou 6 Israéliens, vous avez 6 opinions différentes, hein, ça c'est tout à fait clair. Mais en même temps, dans les grands moments où il y a à prendre des décisions stratégiques et vitales pour l'avenir du pays et du régime, hein, les rangs se resserrent. Le pouvoir est quand même, contrairement à ce qu'on pense, enfin, le pouvoir est assez éclaté en Iran. Bien sûr, il y a le guide suprême de la révolution, mais ce n'est pas Saddam Hussein, c'est pas quelqu'un qui met son pistolet sur la table et qui menace d'exécuter toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Hein. Enfin, encore que ce soit une image peut-être caricaturale, mais il y a dû y avoir des circonstances de ce genre. Le guide s'efforce quand même de pratiquer un consensus et donc de rapprocher les points de vue. Et ce travail sous l'égide du guide, car il n'y siège pas personnellement, sauf dans les grandes occasions, se tient au sein d'un organisme qui, à mon avis, fonctionne de façon assez efficace, qui est le Conseil suprême de sécurité nationale, hein, qui est un peu une copie du Conseil de sécurité nationale américain, et qui est un organisme où, sur les grandes questions, tout le monde se retrouve, tout le monde s'explique. La position du guide, qui n'est pas présent en principe, sauf dans les grandes occasions, est exprimée par son secrétaire, d'où le rôle très important du secrétaire de ce Conseil suprême. Et à la fin, en principe, tout le monde se met dans le rang et exécute la position qui a été prise en général par consensus. Ce qui est intéressant, si je peux m'étendre un peu, c'est qu'à certains moments, même le guide fait attention de ne pas imposer son point de vue s'il a une majorité contre lui. Moi, j'ai un exemple très précis. Au moment des négociations avec les Européens, dans les années, on est en 2003-2004, il y a eu un moment où le guide est venu personnellement, précisément, siéger au Conseil suprême de sécurité nationale. En gros, il fallait, est-ce qu'on continue de négocier avec les Européens ou non? Et il y a un moment, le guide dit, écoutez, je vois que vous êtes tous en faveur de la poursuite de la négociation. Moi, je suis contre, mais vous êtes la majorité, je ne vous empêche pas de continuer. Je veux simplement que mon point de vue soit inscrit au procès-verbal pour l'histoire. Hein. Et un autre, c'est intéressant quand même, parce que ce n'est pas la mentalité du dictateur qui a toujours raison, hein, c'est pas il duce ha sempre ragione, hein, c'est autre chose, c'est encore autre chose quand même. Et puis, bien entendu, comme dans toute structure, quelle qu'elle soit, il y a des combats bureaucratiques extrêmement durs. Quand la décision a été prise d'arrêter le programme nucléaire clandestin. On le sait par les Américains, par les services américains, en raison de leurs écoutes. En fin 2003, on décide d'arrêter le programme nucléaire clandestin. C'est Rouhani, qui est le principal négociateur à l'époque, qui arrive à convaincre un peu les civils de cela et qui arrive à imposer cette décision au Pass d'Aran. Mais ça a été vraiment sanglant. Évidemment, les gens ont résisté. C'est un réflexe assez naturel. Vous possédez un programme prestigieux, important, stratégiques, ils ont beaucoup résisté, ils ont quand même fini par céder, mais ça a été compliqué, ça a été long, ils l'ont appliqué, ça a pris du temps, enfin, ça s'est terminé un petit peu en biseau, il y a certains programmes qui ont continué, ce qui a permis à certains observateurs de dire que oui, en fait, l'Iran poursuit son programme nucléaire clandestin. Le programme structuré, vraiment géré, a été arrêté, ça a été confirmé également par l'Agence internationale de l'énergie atomique,
Voilà, mais ça a été extrêmement dur. Donc effectivement, il y a des conflits, il y a des divergences, mais le système est quand même conçu pour essayer de les régler, de régler ces conflits. Pierre Razou. Oui, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Donc malheureusement, nous n'avons pas, je plaisante, nous n'avons pas accès au télégramme diplomatique de nos amis de l'ambassade d'Iran, donc on ne sait pas comment ça se passe. Mais mon intuition, c'est que sur le nucléaire, tout le monde n'est certainement pas d'accord, mais que sur le balistique, il y a quand même un très large consensus pour développer le balistique. Juste un mot sur Dokkum, puisque vous avez, madame, mentionné Dokkum. Alors évidemment, Dokkum, c'est le poste idéal, etc. Mais Dokkum, c'est quand même une chasse gardée américaine. Donc le jour où les Iraniens viendront à Dokkum, bon courage, pas tout de suite. Hein. Alors, je vais vous repasser la parole pour des questions. J'en ai tout de même une, moi, sur le plan économique, et vous l'avez évoqué très, très rapidement, c'est les gardiens de la Révolution. Quel éclairage vous pourriez nous donner sur le rôle des gardiens de la Révolution en matière économique? Donc, je parlais de... Bon, j'ai préféré parler d'une oligarchie économique au lieu de parler des gardiens de la Révolution parce que, en fait, il y a des trajectoires typiques qu'on peut voir après la guerre Iran-Irak qui ont permis la constitution de ces forces économiques. Une des voies de une des trajectoires de constitution, si vous voulez, de ce capitalisme post-révolutionnaire était liée à des forces militaires, donc les gardiens de la Révolution, qui se sont aussi renforcés en absence d'investissement étranger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'investissement étranger, c'est les gardiens de la Révolution qui ont pris la main, par exemple, à Saluye sur les projets gaziers importants où ils ont eu le contrôle de ces équipements. Mais je voudrais ajouter justement sur le fait que quand je parle d'oligarchie, ça ne se limite pas que gardiens de la Révolution. Et quand on parle d'acteurs économiques, ça ne se limite pas non plus aux gardiens de la Révolution. C'est-à-dire qu'ils font partie. Et puis, une autre problématique, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut parler encore de gardiens de la Révolution? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une économie, des collègues américains, mais Thierry aussi, ont montré qu'on est dans une économie de sous-traitance qui sous-traite en fait des grandes organisations, sous-traite la gestion de certaines activités à des petites sociétés de compagnies qui ne sont pas forcément des gardiens de la Révolution. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut parler, mais qui sont très dépendants de ces grands conglomérats économiques, jusqu'où est-ce qu'on peut parler des gardiens de la Révolution quand on parle des acteurs économiques? Enfin, c'est vraiment sur une question que je réponds à votre question. François Nicolo, vous souhaitez ajouter quelque chose? Juste un petit codicie là, sur les gardiens de la Révolution. Pour moi, les gardiens de la Révolution, c'est un peu comme les anciens élèves de l'ENA, si vous voulez. C'est-à-dire, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des opinions très différentes, aller dans des directions très différentes, mais il y a quand même un ciment originel qui les fait tenir, une espèce de solidarité de corps, en quelque sorte. Il y en a qui sont en service actif, hein, c'est les gardiens de la Révolution en uniforme, hein, qui montent en grade. Et puis il y a ceux qui ont pantouflé, comme les anciens énarques pantouflent en tête des banques et de différentes sociétés qui ont pantouflé dans le secteur privé. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors quelle est l'école? Mais l'école, l'équivalent de l'ENA pour les gardiens de la Révolution, ça a été la guerre Irak-Iran, en fait. Hein. C'est vrai, mais c'est une école, si vous voulez, qui trempe les âmes et les esprits encore de façon beaucoup plus efficace, je peux le dire, que l'ENA. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais juste ajouter un point, quelque chose dont on n'a pas parlé, et je pense que c'est important, c'est l'effet générationnel. L'effet générationnel aussi bien pour la société iranienne que pour l'élite économique et politique iranienne. C'est-à-dire que les enfants de ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution ou les hommes politiques iraniens, c'est l'élite d'Iran d'aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger. Il suffit d'aller dans les universités américaines pour les retrouver. Et donc, la question qui se pose, c'est
c'est aussi l'effet de cette génération qui ne pense pas nécessairement comme leurs parents, qui justement, bon, pour avoir travaillé sur le marché de l'art, qui s'investissent dans des domaines d'autres que, par exemple, des liens avec la Syrie ou sur les questions militaires. Donc je crois que c'est une question importante dans laquelle il faut réfléchir sur l'effet générationnel, donc la nouvelle génération de l'élite économique politique iranienne sur la scène politique iranienne. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'une ou deux questions sont encore possibles. Monsieur devant, monsieur là, et malheureusement je crois que... Oui, merci pour toutes ces interventions très intéressantes. Une question à Amin Moradam. Lorsque vous parlez de ce partenariat avec les Émirats arabes unis, je pense que vous évoquez surtout un partenariat avec Dubaï, où vivent sans doute 400 000 Iraniens et qui traditionnellement est un hub de contrebande divers et variés et multidirectionnel. Il semble que les États-Unis aient fait des mises en garde de plus en plus fermes. Est-ce que vous avez l'impression que tout récemment, ceci a eu un effet? Est-ce que les voies de contournement des sanctions ne sont pas affaiblies actuellement? Est-ce qu'il y a moins d'exportations, par exemple, de Dubaï qui ne produit rien vers l'Iran? Merci. Une autre question, monsieur derrière. Merci. Ne croyez pas que l'histoire ou l'antagonisme entre l'Iran et Israël, c'est pas simplement c'est tout simplement les paroles. C'est pas vraiment, ce n'est pas, à votre avis, un rideau de fumée pour cacher certaines choses. Parce qu'on voit que Israël frappe pratiquement toutes les semaines les bases iraniennes en Syrie et les Iraniens ne répondent jamais. C'est quand même absurde, cette affaire-là. Il nous faudrait-il mieux, peut-être, faire sortir les bases iraniennes de la Syrie, économiser l'argent et dépenser cet argent-là, en fait, dans la société iranienne. Ça, c'est une chose. Deuxième question, est-ce qu'il est vraiment très important d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Je prends l'exemple de l'Inde et du Pakistan. Ça fait pratiquement 50 ans que les deux puissances, qui sont le pire ennemi dans le monde, c'est comme on dit Israël et le pays arabe, il n'y avait jamais de problème, en fait. La présence de l'arme nucléaire dans ces pays-là a transformé le conflit entre l'Iran et l'Inde de conflit absolument énorme dans les années 70. Rappelez-vous, dans le Kutch, dans d'autres régions aussi sur la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Il a transformé ce conflit-là dans des conflits minuscules à la frontière nord du Pakistan et de l'Inde. C'est tout. Ça fait en fait la présence, je souhaite dire que la présence en fait de l'arme nucléaire a véritablement consolidé une ligne rouge entre les pays qui possèdent l'arme. Alors, on commence peut-être par la réponse que je suppose être plus courte que l'autre, le partenariat avec les Émirats arabes unis. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions américaines très fortes sur les échanges avec les Émirats. Il y avait ce qu'on appelle les sociétés écrans aux Émirats qui ont été fermées. Les institutions bancaires n'accordaient pas de lettres de crédit aux businessmen iraniens, tout ça. Mais ce que j'ai essayé de montrer sur le tableau, c'est de dire, bon, alors sur celui-là, par exemple, vous voyez la différence entre l'année précédente des échanges avec les pays. Donc il y a une baisse pour le cas émirien, des échanges de produits non pétroliers, qui est très importante. Mais ce que j'ai essayé de montrer, et vous voyez que même avec cette baisse, les Émirats restent à l'échelle régionale, en termes de dépendance, évidemment, la balance commerciale est négative pour l'Iran, mais en termes de dépendance, l'Iran est encore très dépendant vis-à-vis des Émirats. En termes de volume, il y a eu une baisse. En termes de présence, il y a eu une réduction aussi de la présence iranienne. À une époque, les Iraniens disaient
disait il y a 400 000 Iraniens, les autorités iraniennes disaient qu'il y a 400 000 Iraniens, le chiffre qui n'est pas vrai de toute manière, et les Émiriens, une fois le ministre des Affaires étrangères émirien a évoqué le chiffre de 100 000. Récemment, il y a eu vraiment le départ de nombreux Iraniens des Émirats, qui ne sont pas d'ailleurs liés qu'aux tensions entre l'Iran et les Émirats. Si vous regardez, par exemple, le nombre depuis le printemps arabe, les Émirats ont adopté une politique migratoire qui se dirige, qui essaie de, pour aller très vite, remplacer les populations de la région par les populations asiatiques plutôt. Donc les Égyptiens, les Iraniens, ça par plutôt des travailleurs asiatiques. Donc il n'y a pas que le facteur de la tension dans cette baisse, mais en fin de compte, vous voyez que la dépendance, ça reste là par les statistiques officielles que les Iraniens ont publiées qui montrent la continuité de cette dépendance. Alors, antagonisme entre l'Iran et Israël, un rideau de fumée, et est-ce qu'il est si important que cela d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire? François Nicoulot. Oui, enfin, la dissuasion, ça marche par couple. Hein. Vous l'avez vous-même souligné, effectivement, et vous citez l'exemple du couple Pakistan-Inde. Et en fait, le fait que le Pakistan, le plus faible, ait finalement acquis la bombe, a dissuadé l'Inde d'utiliser sa force conventionnelle pour écraser le Pakistan, comme elle avait fait dans le passé. Donc il y a un aspect positif, on peut dire, dans ce cas de la dissuasion. Le cas n'est pas entièrement transposable au couple Israël-Iran, tout simplement par une chose très simple, c'est que Israël ne menace pas l'Iran. Israël n'a jamais dit qu'il voulait rayer l'Iran de la carte. Hein. Il ne veut pas détruire, l'Iran. Ce qui s'est passé, en fait, le programme iranien d'acquisition d'une bombe, quand il a commencé à prospérer, je l'ai dit, le couple, en fait, c'était Iran-Irak. Hein. La vraie menace, c'était Saddam. À partir du moment où Saddam disparaît, le programme iranien perd de son intérêt, y compris pour les politiques en Iran qui, avec les difficultés que j'ai soulignées, finalement décident d'arrêter le programme. Ça ne présente vraiment plus aucun intérêt immédiat, en tous les cas. Il y a toujours la dissuasion à moyen terme, effectivement, qui a été soulignée par Pierre Razou, et qui est le fait de la menace de franchir le seuil est en soi un effet dissuasif. Si vous m'embêtez trop, effectivement, si vous m'embêtez trop, après tout, je peux me permettre de franchir le seuil. Et donc, ça calme un peu l'adversaire. Ça peut jouer, en effet, dans ce sens à l'égard d'Israël, mais, je veux dire, à nouveau, on ne retrouve pas le couple, on ne peut pas transposer l'exemple Inde-Pakistan sur le cas Israël-Iran. Pierre Razou. À mon avis. Pardon. D'autant plus que si l'Inde a eu la bombe, c'était pas du tout pour dissuader le Pakistan, parce que le paradoxe, c'est que l'Inde était dans la situation, comme vous l'avez très bien dit, de pouvoir exercer une dissuasion conventionnelle par rapport au Pakistan. Non, la bombe indienne, c'est bien évidemment contre la Chine, enfin face à la Chine. Et pour répondre sur ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rideau de fumée, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'observe, c'est que comme les Israéliens et les Iraniens ne discutent pas, en tout cas pas officiellement, voire même en tout cas ne le reconnaissent pas ou ne l'affichent pas et disent que bien évidemment il est hors de question de discuter. En fait, ils discutent quand même indirectement par frappe interposée, ou ça en Syrie. C'est-à-dire que globalement, quand le Hezbollah descend un peu trop, poum, on tape. De temps en temps, on tape un peu partout juste pour montrer qu'on est capable de le faire. Ça, c'est le côté israélien. Et du côté iranien, eh bien, on pousse ses pions et on avance. Pourquoi? Parce que mon intuition, enfin ma compréhension, c'est que et l'Iran et Israël sont en train de mettre en place doucement mais sûrement une double dissuasion concertée globale qui passe bien évidemment notamment en Syrie et qu'en frappant, globalement, on dit à l'autre, voilà, là, jusque-là, vous pouvez jouer, mais au-delà, non, c'est plus possible. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que bien évidemment, un jour, l'Iran et Israël reparleront, ça me semble assez évident. Juste une anecdote, les dernières fois où j'étais et à Téhéran et à Jérusalem, quand je posais la question à mes interlocuteurs,
Pourquoi, sous-entendu, vous refusez tout dialogue, ou du moins vous ne dialoguez pas avec les autres? Ils vous répondent, oui, bien sûr, on aurait toutes les raisons de le faire. 3 petits points, mais il est trop tôt. Voilà, donc en fait, il faut être capable de discuter et reprendre le dialogue en position de force. C'est un grand classique dans l'histoire. Donc, un jour, ça arrivera. Il est évident que tant que le guide actuel est présent, en poste, ça va être compliqué. Et tant que M. Netanyahou était Premier ministre, ça va être compliqué. Mais je pense qu'un jour, ils rediscuteront. Merci. Je crois que c'est avec ces propos de Pierre Razou en guise de conclusion presque que va se terminer cette deuxième table ronde de la journée.